Aujourd'hui, nos cobayes se plongent dans l'œuvre d'un écrivain français du 19e siècle, à l'imagination débordante, Jules Verne. Je suis trop contente qu'on fasse cette spéciale Jules Verne. Ah oui. Parce que moi, ça, c'est vraiment toute mon enfance. Mon père me lisait Le Tour du monde en 80 jours quand j'étais petite. Oh, je suis trop contente. Bon, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Parce qu'il faudrait donner vie à ce qu'il a écrit, au travers d'expériences scientifiques. Oui. Moi, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Le voyage au centre de la Terre. Toujours voulu le faire. Bon, et toi, David, tu ferais quoi, toi, alors, comme Moi, je vais expérience? faire 5 semaines en ballon. Lui, il veut voler en ballon. Toi, Oui. tu veux faire de la spéléo. Oui, on peut pas faire les deux Bon, choses mais en alors, même tu temps. sais quoi? Oui. Moi, je suis là pour vous faire plaisir et je vous propose quelque chose. On vole, David, ok, Oui. mais on vole au centre de la Terre. Ah, c'est assez Jules Verne, ça. C'est très Jules Verne et ça vous fait plaisir. Je vois Ouais. bien que tous les deux, vous avez du bonheur greffé sur le visage. Ah ouais. Ah, je vois qu'on sort le matos. D'accord, si c'est comme ça, je m'équipe moi aussi. Hein. Donc, on est sous la terre, comme ça. Calmos, On est sous la calmos, terre. calme. Avant de tenter de voler au centre de la Terre en l'honneur de Jules Verne, il faut déjà pouvoir se rendre sous terre. Laurent part donc dans le Gard à la recherche d'une immense grotte. Bonjour. Bonjour. Je suis à la recherche de deux personnes, Pierre et Daniel. Vous C'est savez. nous. C'est vous? Ah. Daniel Lelièvre et Pierre Bévangu sont spéléologues, autrement dit des spécialistes du monde souterrain. Alors mon défi, c'est de voyager au centre de la Terre. Ici, c'est probablement le bon endroit. Là-dessous, c'est un vrai gruyère. Et tu vois, ici, là, il y a 50 mètres de vertical. 50 Donc, mètres. on y va directement. Ok, bah c'est parti. Changement de look pour notre cobaye. Une combinaison, un baudrier, des chaussures renforcées et un casque équipé d'une lampe frontale, voilà les accessoires indispensables pour descendre dans les profondeurs de la Terre. Bon, bah messieurs, je crois que je suis prêt. Je suis paré à descendre au centre de la Terre. Direction donc, l'entrée du puits qui mène directement à la grotte de la Salamandre. Ok. Donc voilà, je vais t'accrocher avec un descendeur sur la corde. Donc le principe du descendeur, c'est tout bête, c'est qu'on va créer un frottement qui va ralentir la descente de ton corps. Donc là, c'est pas compliqué, tu tiens cette corde, D'accord. tu vas enjamber ta corde et tourne le dos au puits. Voilà, et là tu t'assois sur place. Comme ça. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi. Là, lâche la main droite, Oh là là là. mets tes deux mains sur cette corde, tends les jambes, C'est pas rassurant. là, et tu te décontractes. Ça y est, t'as fait le premier pas, et c'est le premier pas qui compte. C'est haut quand même. Hein. Alors là, tu ne t'en rends pas vraiment compte, mais en dessous de toi, il y a 50 mètres de vide. Donc, c'est le moment d'y aller. On y va? Allez, on est parti. Au revoir. Notre casse-cou, sujet au vertige, s'engage dans la descente de 50 mètres en rappel, non sans appréhension. En fait, le tout, c'est de pas regarder en bas. Mais après 20 mètres dans le noir, Laurent ne peut résister au spectacle qui s'offre à lui. Ah oui. Ah, c'est magnifique. On arrive au centre de la Terre. Oh là 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 là, j'étais vraiment loin d'imaginer ça. C'est fantastique. Il y a à peu près combien de distance? Parce que c'est encore plus profond là-bas. La salle fait 100 mètres de diamètre. Pour arrondir, là, tu as 1 hectare de vide. Et tu as 35 mètres de moyenne de hauteur entre le sol et le plafond. C'est le Stade de France. D'ailleurs, il est maintenant temps pour nos explorateurs de regagner la terre ferme. Alors, dès que tu as les pieds par terre, tu lâches ta corde. Vous êtes pas bien là? Eh oh! Formidable, hein? Qu'on peut appeler ça cette grotte, cette caverne, c'est... Ah, aujourd'hui, c'est une grotte, mais initialement, c'était un avenne. Un Pourquoi quoi? Un avenne. C'est le nom que dans cette région, on donne aux ouvertures verticales des cavités. Et depuis que nous avons percé des tunnels pour la rendre accessible à tous les publics, eh bien, on appelle maintenant cette cavité une grotte, puisque l'accès se fait horizontalement. En tout cas, c'est magnifique. Et là, ce que je vous propose, enfin ce que j'aimerais, c'est de faire un petit tour du proprio, quoi. On est Je parti. vous dis pas non. Allez, Fais attention en descendant. Pendant que Laurent s'enfonce dans les entrailles de la Terre, comme le héros de Jules Verne, au hangar, Agathe va tenter d'en savoir plus sur la formation des grottes, source d'inspiration de l'écrivain. Ah, Didier. Didier. Bonjour. Mon sauveur, ça va bien? Ça va. Didier Nectou est géologue et conservateur du musée de minéralogie de l'école mine Paris-Tech. J'ai besoin de savoir quels sont les paramètres dont la Terre a besoin pour former une grotte. Il faut de la roche. Il faut de la roche. Et pas n'importe quelle roche. Plutôt un calcaire comme ça.
Un massif de roches calcaires disposé sur une formation argileuse qui empêche l'eau d'aller plus profondément, et ce n'est pas tout. On a des fractures dans lesquelles l'eau s'est infiltrée. En dissolvant la calcite, on va avoir un élargissement de ces fissures et ensuite une progression de l'eau et un écoulement. Parce qu'ici, l'eau ne peut plus progresser. Donc là, par exemple, si on regarde ces fissures-là, la grotte de Laurent, elle se situe à quel stade? Elle serait par là, hein, par exemple. D'accord. Alors, on a là, pour le coup, une très très grosse cavité. C'est-à-dire que beaucoup de temps a passé, l'eau à la fois dissout la calcite, mais aussi a circulé. Ça élargit encore plus les D'accord. fissures. Voilà. Alors bon, j'ai tous les paramètres, Voilà. mais j'ai pas encore compris comment ça se formait concrètement, physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à cette question, nos 2 testeurs vont se livrer à une expérience. Donc là, on va faire, nous, cobayes, Oui, une grotte oui, en direct. c'est ça. Ok. Et pour réaliser cette grotte cobaye, Agathe et Didier vont utiliser 1 kg de sucre en morceaux. Les morceaux de sucre figurent la fissuration, Super. à la fois verticale et horizontale. Donc ça, c'est parfait. D'accord, je les mets comment? Comme dans Oh un... là là, c'est mal parti. Dis Alors, donc, on y va. Didier, je suis pas la reine de l'adresse, ça c'est sûr. D'accord. En revanche, je suis la reine de l'expérience. C'est vrai. Nos expérimentateurs empilent donc soigneusement leurs morceaux de sucre dans une boîte transparente. Je complète ma partie. Hein. Ah, je vois, on est perso-perso, quoi. Voilà. D'accord, je vois. C'est très très long quand même, non? C'est assez long. Sinon, on peut faire une demi-grotte. Non, non, il faut bien remplir la boîte. Et voilà! Voilà. Là, on a notre roche calcaire soluble. On a une assise imperméable. Là, c'est le fond de la boîte, en fait, pour Bien que sûr. l'eau puisse circuler. Mais pour que l'eau puisse circuler, on a fait aussi des petits trous à l'extrémité de la boîte. Et là aussi, on va exagérer un petit peu les choses, puisqu'on va incliner la boîte pour améliorer la circulation de l'eau. D'accord. Et après, il va falloir qu'il pleuve. Ça va prendre un certain temps quand même. Combien de temps, par exemple? Je pense qu'en 1 heure, on y arrivera. 1 heure? Oui. Ok. Un relais, peut-être? Vous fatigué de l'index? Un petit peu. Et encore et encore. C'est fatigant. Oui, oui. Et au bout d'1 heure symbolisant quelques millions d'années de pluie, Alors, est-ce qu'on a notre grotte? Moi, je crois. L'eau dissout le sucre, mais en emporte aussi. Hein. Donc, on a bien reproduit le phénomène. Hein. Mais si j'éclaire comme ça, est-ce qu'on voit une petite Ah oui, cavité? oui, oui, très bien. Voilà. Et donc là, on a, au hasard de la limite des sucres, quelque chose qui s'est élargi et qui a formé une cavité. Ah, ça me plaît. Bon, ben on Voilà. a déjà, pour moi en tout cas, résolu un problème qui était celui de savoir comment se construit une grotte. Oui. Ça, c'est fait. Bon. On a du boulot encore. de son côté, David n'est pas en reste puisqu'il a pour mission de trouver le moyen de voler sous terre. Pour l'aider, il a donné rendez-vous à Yann Berthaud, chercheur en physique à l'Université Paris-Sud. Bonjour Yann, Bonjour David. on va voler sous la terre. On va voler sous la terre. Oui, on a trouvé une grotte merveilleuse, énorme. Et comment tu veux voler sous la terre? Oui, justement, c'est pourquoi tu es là. T'as des idées? Une montgolfière par exemple? Oui, je connais Ça bien. me paraît moins dangereux qu'un hélicoptère. Oui, et ça fait assez Jules Verne aussi, non, montgolfière. Ça fait bien Jules Verne. Oui. Pour vérifier si la montgolfière est le moyen idéal pour voler sous terre, nos scientifiques vont faire un test avec une lanterne chinoise. Donc l'idée en fait, c'est de chauffer l'air qu'il y a à l'intérieur de la montgolfière et voir ce qui se passe. Ben, on a des extincteurs, je t'en cap parce que j'ai... Ça devrait aller avec ça. Si ça arrive à voler. Donc je te propose d'essayer. Ok. On va la déplier, Donc très légère. très légère, en papier. Ouais. Il faut pas brûler le... Faut pas brûler le papier. Non. Et on est... C'est bon. C'est bon? On est en train de... On est en train de chauffer l'air qui est à l'intérieur du ballon et ça gonfle. Et regarde, on peut déjà la lâcher Je tiens la ficelle, c'est l'autre ficelle. et ça flotte dans les airs. Voilà, donc une montgolfière, ça marche. Parce que ça chauffe l'intérieur. Exactement. Alors en fait, sous l'effet de la chaleur, les molécules d'air vont s'agiter, vont s'éloigner les unes des autres et vont occuper de plus en plus d'espace. Autrement dit, l'air à l'intérieur de la montgolfière va se dilater et donc sa masse volumique va diminuer. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid et c'est pour ça que la montgolfière va monter. Donc on a un objet qui est moins dense que ce qui l'entoure. Exactement. On se parle avec la tête en haut, mais c'est assez magique, non? C'est C'est magique. fascinant que ça flotte comme ça. La montgolfière serait-elle la solution pour voler sous terre? Ça me semble parfait quand même. Ça peut être pas mal effectivement, mais il y a quand même peut-être un souci. En fait, la combustion, ça va générer du dioxyde de carbone, du CO2. Et ça, c'est un gaz qui est inodore, incolore, mais qui peut être très toxique.
Alors autant dans une montgolfière classique à l'air libre, ça pose pas de problème, mais dans un espace confiné comme dans une grotte, là on peut avoir des risques d'intoxication. Dans le doute, ce serait pas mal de trouver une solution alternative. Le vol en montgolfière, si cher à Jules Verne, étant trop dangereux dans un endroit clos, David va devoir chercher une autre solution digne de l'écrivain pour voler dans la grotte de la Salamandre. Pendant ce temps, Laurent, le plus aventurier de nos cobayes, poursuit justement son exploration. Allons-y, Allez, dans le c'est cœur parti. du centre de la Terre. Donc là, il va y avoir un petit passage rétréci. Ah oui, c'est pas tout. En bon cobaye, il se faufile tant bien que mal dans cette cheminée de calcaire. À peine remis de ses émotions, le voilà confronté à une nouvelle difficulté de taille. La suite de notre parcours, c'est cette galerie qui est là-haut. Donc pour y accéder, on a aménagé ce pont de singe et on va monter les 6 derniers mètres avec des barreaux. Tu vois, c'est royal. Royal, pas sûr que notre cobaye sujet au vertige soit de cet avis. Donc le pont de singe, c'est pas compliqué. Tu as un câble pour les mains, un câble pour les pieds et une corde sur laquelle tu vas placer tes longes. Quand tu arrives ici, regarde, tu vas te déplacer comme ça. Hop. Ouais, ça a l'air simple comme ça. C'est Mais très simple. Tu as 12 mètres dessous. 12 mètres là? Oui. Ok. Bon bah je m'engage, hein. Allez. Plus Je te rassure, ça résiste à plusieurs tonnes tout ça. avec l'humidité, les câbles sont un peu mouillés et ça glisse. Ah oui, il y a une sacrée hauteur. Hein. Oh là là. Ça glisse, hein? Penche-toi légèrement en arrière. Prends les bras. Ouais, non, mais je suis bien comme ça. Si, mais si tu pends ton poids sur le câble, tu te stabilises. Alors que là, toi, tu t'appuies dessus. Ouais, ça glisse. Alors ici, regarde, pour monter, tu n'utilises que les barreaux. Allez, hop. Bon, à moi de jouer. Et après avoir grimpé 6 mètres d'échelle, On se rapproche du cœur, hein? On y est ou... Ah, ben là, on est monté, on va redescendre maintenant dans le cœur. c'est parti pour une descente en rappel de 20 mètres. Bon, Pierre, on est où maintenant? Là, on est dans une galerie annexe à la grande salle. Ça permet de découvrir des concrétions qu'on voit de beaucoup plus près. Les concrétions les plus connues sont les stalactites et les stalagmites, mais elles peuvent prendre des formes vraiment surprenantes. Là, tu as les soutirages. Ah oui, je vois, il y a une sorte de fissure, Voilà, comme tu si vois, quelqu'un c'est- était passé à la tronçonneuse. Mais cette fissure, tu la vois sur tout le massif. C'est l'affaissement de tout le plancher qui est tombé. Tu as une autre chose qui est assez particulière ici, ce sont les excentriques. Ce sont des cristaux qui poussent. Des concrétions mystérieuses, dignes des romans de Jules Verne, mais que la science peut expliquer. Au hangar, Agathe et Didier, son complice géologue, vont tenter de comprendre comment se forment ces étranges concrétions. Alors on sait que, moi j'ai appris ça quand j'étais en primaire, je suis très fière, hein, parce que j'ai toujours retenu le moyen mémotechnique. Stalactite, ça tombe, donc ça va vers le bas. Stalagmite, ça monte, donc ça va vers le haut. Voilà. J'ai raison. Voilà, mais le phénomène est le même. Pour stalagmite ou stalactite, c'est pareil. Il faut de la calcite, qui Oui. compose le calcaire, qui se met en solution dans l'eau. Et à un moment donné, on va avoir précipitation de la calcite. Pour visualiser cette précipitation et donc la formation d'une stalactite, nos expérimentateurs mettent en place un dispositif très cobaye. Ils remplissent 2 verres d'eau saturés en sel et les relient par un fil de chanvre. Qu'est-ce qu'il faut à la base pour qu'une stalactite ou une stalagmite se forme? En général, les concrétions vont se former au droit d'une fissure. Et là, bon, c'est pas une fissure, là on simule ça. Le sel, c'est donc le calcaire, quoi. La calcite. La calcite. Et donc là, il faut attendre que l'eau monte par ascension capillaire. Elle va arriver à l'extrémité ici, ça va se mettre à goûter, et là, le sel va pouvoir recristalliser. Une cristallisation qui demande du temps. Oui, mais là... Là, évidemment, les équipes techniques ont travaillé pour nous. Depuis une semaine. Donc, je vais déplacer cette manip initiale et je vais la mettre là. Et je vais aller chercher déjà ce qui se passe au bout d'un jour. Ça me plaît. Voilà. Le lendemain, on se réveille, ça donne ça. Ah oui, déjà, Ça. il s'est passé un petit truc, là. Au bout de 24 heures, la cordelette s'est totalement imbibée d'eau salée et quelques cristaux de sel ont commencé à se former. On a déjà quand même une petite stalactite. Hein. Tout petit Tout cristaux. petit. Donc 3 jours. 3 jours. Allez. Savoir, moi. Alors là, les choses ont évolué. On est à 3 jours. Hein. Ah oui, dis donc. Alors, à partir du moment où on a un premier petit cristal, c'est le germe, hein, Oui. les choses vont aller de plus en plus vite, en fin de compte. C'est hein. exponentiel. Et au bout d'une semaine, l'eau dans le verre a diminué de moitié et une véritable stalactite de sel s'est formée au bout de la cordelette.
Ah oui, là, c'est une vraie stalactite, alors là. Magnifique. Donc on a considérablement accéléré les choses par rapport à des milliers d'années. Bon, bah, merci beaucoup Didier, parce qu'on en sait un petit peu plus sur la formation des stalactites et des stalagmites maintenant. Alors si vous aussi à la maison, vous avez envie de vous faire des stalactites ou des stalagmites, téléchargez la fiche recette sur france5.fr à la page des cobayes, parce que tout vous est expliqué et ça donnera ça. Vous vous filmez, vous nous l'envoyez et on le diffusera peut-être dans l'émission. Merci Didier. Merci. De son côté, David marche toujours sur les traces de Jules Verne à la recherche du meilleur moyen de voler sous terre. Il lui faut maintenant trouver un gaz non toxique qui puisse faire voler un ballon. Voilà, tu as choisi hélium. Exactement. Donc je te propose de remplir un ballon avec de l'hélium et puis on voit ce qui se passe. Première étape donc, David et Yann remplissent leur ballon d'hélium, l'accrochent à une ficelle et le lâchent dans l'air. Allez. Ça décolle. Donc effectivement, l'hélium est plus léger que l'air et donc le ballon s'envole. L'hélium semble être la solution, mais réussira-t-il à soulever un cobaye? On lâche. Oui. Hop, il s'envole. C'est bon, je le tiens. Donc effectivement, avec le petit mini James, ça décolle. Et ça part jusqu'au plafond. Ah, si je lâche, ça va jusqu'au plafond. Parce qu'en effet, sur le plafond dans la grotte, il y a des stalactites pointues. Ça va crever le ballon. Ouais. Et le mini James ou Laurent Va tomber. Va tomber, oui. Donc il va falloir trouver une solution à ce problème. La solution serait que Mini James flotte dans l'air comme un sous-marin flotte entre deux eaux. Pour cela, quelques calculs s'imposent. En fait, il y a grosso modo deux forces qui interviennent. Donc le poids du passager, C'est James. voilà. Et pour le vrai objet, ce sera Laurent. Il y a le poids de toute la structure, le ballon en lui-même, les cordages éventuels, Oui. etc. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a le poids de l'hélium qui est contenu dans le ballon. Qui n'est pas énorme quand même. C'est pas énorme. Donc ça, ce sont toutes les forces qui tirent vers le bas. Et puis, on a vu là, nos ballons décollent, donc il y a des forces qui tirent vers le haut. Et la force qui tire vers le haut, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et ce que nous dit Archimède, c'est que la force qui s'exerce sur un objet placé dans un fluide est une force... L'air est un fluide. L'air est un fluide, est une force verticale qui est égale au poids du volume de fluide déplacé. Donc il y a un volume d'air qui est déplacé, qui pèse quelque chose. On a l'impression que l'air ne pèse pas grand-chose, mais ça pèse quelque Ouais. chose quand même. L'air, c'est très lourd, c'est environ 1,2 kg par mètre cube. Donc 1,2 kg. Alors que l'hélium ne pèse que 200 grammes par mètre cube. Pour équilibrer la poussée d'Archimède et le poids, eh bien, il faut que le passager et le ballon d'hélium fassent 1 kg. Et dans notre cas là, on n'est pas très sûr du volume, mais on peut déjà... On peut peser Mini James. Oui, on va peser Mini James, oui. 22 grammes. Si on a l'ordi Mini James, Exactement, peut-être on peut trouver ce point d'équilibre. exactement. En ajoutant 2 poids de 8 grammes au pied de James, le ballon s'envole. Encore un petit poids. Et avec un troisième, Ah, là, c'est trop. Ah, c'est trop, oui. nos scientifiques doivent donc alourdir Mini James, mais pas trop. C'est assez délicat, le point d'équilibre. Ouais. Donc là, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Là. il y a Il est des en équilibre. Et tu vois, il reste à une altitude constante. Oui. Donc ça veut dire que notre poussée d'Archimède équilibre exactement le poids du bonhomme. Donc il faut qu'on fasse la même chose, mais en plus grand. Sauf il a l'air juste suspendu comme ça, c'est pas très cobaye. Non, j'ai voulu qu'il vole. Qu'il vole. Ah, je sais ce qu'il faut. Merci beaucoup, Yann. Très on bien. est sur la bonne piste, là. Bonne chance. Merci. Au revoir. Quelle surprise David réserve-t-il à Laurent? Dans le Gard, notre aventurier poursuit son expédition dans la grotte de la Salamandre, soucieux d'accomplir sa mission inspirée par l'œuvre de Jules Verne, Voler au centre de la Terre. Quand soudain, Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, c'est toi Laurent? Oui, c'est moi. Enchanté. Enchanté, tu t'appelles? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre David est le créateur de l'aéroplume, ingénieur et un peu artiste. Je vais voler avec un ballon dirigeable dans la grotte. Ouais. Le ballon est rempli d'hélium. Par contre, celui-ci il fait que 110 mètres cubes, moins le poids de l'enveloppe, des ailes et du harnais, il porte 80 kilos. 80 kilos? Bon, Ouais. c'est bon. On vérifie quand même, Laurent. Je respecte le protocole. Mais je suis sûr de moi, 80 kilos. Vas-y. D'accord. Donc moins le baudrier, la combinaison, Ouais, tout à fait. tout ce que tu peux. Bon, pour bah, décoller. je reviens. Super.
pense que maintenant ça devrait le faire. J'ai tout enlevé, hein. Alors là, je Parfait, peux pas. la bonne tenue pour voler en aéroplume. Vérification. Ah bah c'est pas magique ça. Parfait. Et c'est parti pour une installation particulièrement périlleuse. C'est exactement comme si t'enfilais un t-shirt. Ouais. C'est pas évident. Là, c'est tout. C'est parti. Tu me donnes un pied, lève les genoux, c'est le coup. Ok. Voilà. D'accord. Super. Donc je vais détacher le ballon. Donc pour l'instant, tu te laisses faire. Ah, rien que ça, je sens des sensations, tu vois. Ah, c'est top. Ce qui est agréable, c'est en fait, c'est qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Il y a un moteur, c'est toi. Alors vas-y, tu peux te tenir à la barrière. Et avec tes bras, tu vas garder le ballon bien dans l'axe Ok. du décollage, comme ça. Ouais. C'est très léger, hein, je regarde. Et ben, J'ai jamais fait des pompes aussi facilement, tu vois. ok, là si tu te lâches, ça fait quoi? Sans pousser vers le haut. Hop. Je monte. C'est pas mal. Je monte, mais je monte peut-être un Reste peu trop. avec moi. Faudrait pas que j'aille tout en haut. Non, mais je crois que c'est pas mal parce que tu sais, je suis là. Je vais veiller. Ouais, mais. Attends là. Tu vas pas me laisser monter tout en haut quand même. Ok, bon alors tiens-toi bien. Laurent. Ouais. Pour atteindre le fameux point d'équilibre, notre cobaye doit être lesté de 300 grammes de mousqueton. Il ne lui reste plus qu'à apprendre à piloter l'aéroplume dans cette grotte où le danger est partout. Il faut que tu sois très concentré sur ton pilotage tout le temps. Il y a des obstacles partout. Normalement, c'est plutôt réservé aux gens qui ont déjà un petit peu de pratique. Alors, tu vas prendre les ailes dans les mains, par au-dessus, par au-dessus. Par au-dessus. Voilà, comme ça. Il y a deux axes de pilotage, avant, arrière. Oui. Ça, c'est pour donner, c'est le moteur en quelque sorte. D'accord. Et tout le pilotage, il vient dans la rotation des poignets. En fait, quand je vais avancer mon aile, je vais attraper de l'air Ok. et le lancer derrière moi. Ah oui. Et ça va te faire avancer. Comme une rame, quoi, quelque part. C'est exactement une rame dans l'air. Prêt pour un grand vol? Allons-y. Tourne tes ailes bien à plat. Voilà. Tu avances les bras et tu pousses l'air derrière et tu recommences. Tranquillement, va doucement là. Oh là là. Et c'est parti, bah, t'as qu'à aller visiter la grotte. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'eau en fait, c'est ça, hein. D'être dans l'eau et en même temps de voler. Oh, le paysage, il est fou, hein. Bah, là, tu vois des choses que très peu de gens ont vues dans cette grotte. Oh non, c'est trop. Tu vois le gros stalagmite, là, je te propose d'aller te poser dessus. C'est bon. Génial. Bon, bah, je sais pas si t'as vu, mais moi, j'ai rien fait, là. Tu navigues tout seul. En fait, ce qui est vraiment important d'intégrer, c'est l'inertie de cette machine. Il faut que tu arrives à imaginer que tu es cette grosse bulle d'hélium. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta tête, tu mesures les 11 mètres de long, les 5 mètres de diamètre. Tu es énorme. Et à partir de ce moment-là, tu vas comprendre que tes petits appuis sur l'air, ils mettent du temps à réagir et à donner des informations au ballon. Et une fois que l'aéroplume, c'est toi, tu vas pouvoir l'emmener partout où tu veux. Bah, tu sais quoi, je vais rentrer dans la peau d'un grand dragon. Alors, le grand dragon retourne au bercail. C'est parti. Je m'envole. Défi réussi. Je vole dans le centre de la Terre. Je crois que c'est un des plus beaux défis que j'ai fait.